12 février 2003. Il est 14h37. Le hameau des Granges Basses, une poignée de fermes en pierre grise et robuste, est blotti au creux d'un vallon isolé du Haut-Jura, comme oublié du monde. La neige fraîchement tombée, immaculée et épaisse, craque sous les bottes d'un homme, qui, d'un pas lourd, s'approche d'une porte massive. L'air glacial, d'une pureté mordante, pique les narines, et un silence écrasant enveloppe la scène, à peine troublé par le gémissement plaintif du vent, à travers les sapins séculaires. Le docteur Antoine Dubois, jeune généticien envoyé par le CHU de Besançon, sort une clé rouillée de sa poche, son souffle formant de petits nuages de vapeur. Le cliquetis métallique, sec et détonnant, résonne étrangement dans cette immensité blanche et muette. Il insère la clé, tourne la poignée et pousse la porte, révélant une obscurité prometteuse d'une fin inévitable, l'isolement des lieux palpables. L'intérieur de l'ancienne ferme est sombre, imprégné d'une odeur âcre de vieille laine, de bois humide et de renfermé, un mélange caractéristique des maisons rurales oubliées. La lumière du jour peine à percer les petites fenêtres encrassées, dessinant à peine les contours des meubles massifs. Sur un lit de fortune, fait de couvertures épaisses et de draps usés, une silhouette recroquevillée se dessine à peine, immobile. C'est Jean-Pierre, 47 ans, le dernier des Granges, un homme dont le visage, bien que familier aux habitants des villages voisins comme Saint-Claude, est tristement marqué par une série de malformations faciales prononcées. Sa démarche, quand il était encore capable de se mouvoir, était titubante, trahissant une sévère ataxie. Le docteur Dubois s'avance prudemment, sa lampe torche à la main, son faisceau perçant l'obscurité pour révéler les traits déformés, les yeux enfoncés, et une expression de souffrance mêlée de résignation. Le médecin s'approche davantage, le cœur serré par la vision d'un corps à l'agonie. Il prend délicatement la main du mourant, sentant la froideur de la peau. Elle est étrangement petite, presque enfantine, et les doigts sont fusionnés, comme soudés par une force invisible, qui a modelé son destin. Jean-Pierre ouvre un instant des lèvres gercées, murmurant quelques mots inintelligibles, un dernier souffle d'une existence tourmentée qui s'équit, éteint. Son corps est secoué d'un spasme violent, une ultime convulsion, avant de s'immobiliser dans un silence définitif. Le docteur Dubois recule, le souffle coupé, le poids de la mort pesant lourdement sur ses épaules. Une profonde tristesse et une détermination farouche se lisent sur son visage. Ce n'est pas la première fois qu'il est témoin d'une telle scène. C'est la 6e fois en seulement 3 ans qu'il assiste à un décès similaire dans ce même micro-territoire du Jura, et chaque fois, les mêmes signes troublants. Le docteur Dubois était retourné au CHU de Besançon, les images de Jean-Pierre, et des 5 autres défunts gravés dans sa mémoire. Les dossiers s'empilaient sur son bureau, 6 vies éteintes, 6 destins brisés par une même fatalité insidieuse. Chaque fiche patient, méticuleusement remplie, décrivait des malformations similaires, des retards de développement, des ataxies progressives. La corrélation géographique était frappante, tous issus de hameaux reculés du Haut-Jura, des lieux où le temps semblait être arrêté. Pour le jeune généticien, il ne s'agissait plus de cas isolés, mais d'une anomalie statistique, un signal d'alarme que le système de santé publique français, si performant soit-il, peinait à détecter dans ses poches d'isolement. La gravité de la situation exigeait une approche méthodique, une enquête qui dépassait le cadre purement médical et engageait des questions de société. L'urgence de la situation se heurtait aux considérations éthiques inhérentes à la génétique en France. Le docteur Dubois se sentait tiraillé entre son devoir de comprendre et la nécessité de protéger la dignité et la vie privée de ses familles. La loi de bioéthique, un pilier de la législation française, encadrait strictement la recherche sur l'humain et le recueil de données génétiques, exigeant un consentement éclairé et une non-discrimination. Comment aborder ces communautés sans les stigmatiser, sans briser le peu de confiance qui pouvait subsister? Il savait que l'isolement n'était pas un choix délibéré de nuire, mais la conséquence d'une histoire, d'une géographie. Le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, conscient que chaque démarche devait être empreinte de respect et de compassion, loin de toute curiosité morbide ou jugement hâtif. Sa première étape fut de prendre contact avec les autorités locales, en l'occurrence Gérard Dupont, le maire d'une des communes concernées. La rencontre fut cordiale, mais empreinte d'une certaine réticence. Le maire, homme du cru, pragmatique et un brin bourru, connaissait bien ses familles. Il était soucieux du bien-être de ses administrés, mais aussi de la réputation de sa petite commune.
Ces gens docteurs, ils ne demandent rien à personne. Ils vivent leur vie, à l'homme et à la car. Ce qu'il se passe chez eux, c'est leur affaire, avait-il marmonné, l'air méfiant, ses yeux scrutant attentivement le jeune médecin. La discrétion, trait culturel fort des populations rurales françaises, dressait déjà une barrière. Dubois comprenait que l'accès à ces histoires intimes serait un chemin long et semé d'embûches, où la confiance se gagnerait pouce par pouce, avec patience et humilité. Cette discrétion, cette méfiance même, haine, n'était pas le fruit du hasard, mais, elle, écho d'une histoire séculaire. Le massif du Jura, avec ses vallons profonds et ses hivers rudes, avait longtemps été une terre d'isolement relatif en France. Les déplacements étaient ardus, les communautés se formaient en vases clos, souvent coupées du reste du monde, par les conditions climatiques et le manque de voies de communication modernes. La tradition paysanne, l'attachement viscéral à la terre, avait renforcé ce phénomène. Les mariages se concluaient souvent entre familles du même village, ou de hameaux voisins, une stratégie pour conserver les patrimoines et les terres, au sein d'un cercle restreint. L'endogamie n'était pas une pratique délibérée pour ses conséquences génétiques, mais une nécessité sociale et économique, une adaptation à un environnement contraignant. Comprendre cela était crucial pour Dubois, afin de ne pas juger, mais d'expliquer les racines profondes de cette tragédie silencieuse qui se déroulait sous ses yeux. Après la rencontre avec le maire, dont la prudence masquait une forme de protectionnisme local, le docteur Dubois comprit qu'il devait étendre son cercle d'investigation. La répétition des décès, leur similarité troublante, ne relevait plus seulement de la médecine. Il se rendit à la brigade de gendarmerie nationale de Saint-Claude. Le capitaine Duval, un homme à l'allure sérieuse et au regard scrutateur, l'accueillit avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Dubois présenta les dossiers, les graphiques, la carte du Jura parsemée de points rouges, symbole des vies éteintes. Il expliqua la corrélation géographique, la nature des malformations, l'hypothèse d'une cause génétique. Duval, bien que plus habitué aux affaires de voisinage qu'aux énigmes médicales, sentit le poids de la situation. Ce n'était pas un crime, mais une tragédie silencieuse qui réclamait des réponses. Il accepta d'apporter son soutien logistique, facilitant l'accès à certaines informations, et, surtout, légitimant la démarche du généticien aux yeux d'une population méfiante et discrète. Fort de ce soutien discret, Antoine se tourna vers les archives départementales du Jura, à Lons-le-Saunier. Il savait que les clés de ses destins se trouvaient peut-être dans le passé. Les registres paroissiaux, ces précieux documents d'avant la Révolution française, et les registres des états civils qui leur succédèrent, étaient une mine d'or. Avec les autorisations nécessaires obtenues via le CHU et l'aval tacite de la gendarmerie, il plongea dans des siècles d'histoire locale. Les bibliothécaires, habitués aux généalogistes amateurs, furent d'abord intrigués par la nature médicale de sa requête. Jour après jour, ils déchiffraient les écritures anciennes, traçant les lignées familiales des Granges, des Monnier, des Bertrand. Chaque nom, chaque date de mariage, de naissance, de décès, était une pièce du puzzle, révélant des alliances répétées, au sein de quelques rares patronymes, parfois sur 7 ou 8 générations. Les parchemins jaunis et les pages ancrées des registres civils dressaient un tableau éloquent. Les mêmes noms de famille, se mariant entre eux, revenaient avec une régularité déconcertante. Les Granges épousaient les Durand, qui eux-mêmes s'unissaient aux Martin du hameau voisin, et ainsi de suite, formant un maillage généalogique dense et complexe. Antoine découvrit des cas de mariage entre cousins germains, voire entre oncles et nièces, des pratiques tolérées par l'Église pour des raisons de maintien des patrimoines, notamment agricoles. L'isolement géographique, la rudesse des terres, la nécessité de conserver les biens fonciers au sein d'une même lignée, avaient dicté ces unions. Ce n'était pas une question de choix délibéré pour une consanguinité, mais une stratégie de survie, une adaptation à un environnement contraignant. Les archives ne jugeaient pas, elles exposaient une réalité historique implacable. Ces découvertes archivistiques, aussi fondamentales fussent-elles, restaient des faits froids, des noms sur du papier. Pour leur donner chair, Antoine avait besoin de la mémoire vivante du territoire. C'est ainsi qu'il sollicita une rencontre avec Madame Huguette Perrin, l'ancienne institutrice de Saint-Claude du Jura, dont le maire lui avait discrètement parlé. À 78 ans, Madame Perrin était une figure respectée, une gardienne des souvenirs du village. Sa petite maison, emplie d'objets d'un autre temps, sentait le bois ciré et les herbes séchées. D'abord méfiante, elle mesura le jeune médecin du regard,
ses yeux pétillants derrière de fines lunettes. « Alors, docteur, vous venez fouiller dans nos vieilles histoires, hein » dit-elle, avec un sourire teinté de malice. Antoine expliqua sa démarche avec sincérité, non pas pour juger, mais pour comprendre et aider. La glace se brisa progressivement. Madame Perrin, avec une mémoire encyclopédique, commença à dérouler le fil des générations. Elle se souvenait des mariages, des liens de parenté parfois complexes, des alliances qui unissaient les familles depuis des temps immémoriaux. Chez nous, docteur, on a toujours fait comme ça. On épousait la fille du voisin, ou le cousin de la ferme de, à côté. Était la vie. Pour que la terre reste dans la famille, pour ne pas disperser les biens, expliqua-t-elle, son regard perdu dans le passé. Elle raconta des anecdotes sur les granges, les meuniers, parlant de leurs enfants aux faiblesses, ou aux singularités, des termes pudiques masquant des réalités médicales bien plus graves. Ces récits, empreints de dignité et de résignation, transformaient les arbres généalogiques abstraits en histoires humaines, souvent poignantes. Antoine Dubois avait méticuleusement compilé ces découvertes. Les arbres généalogiques complexes, tissés de mariages endogames, et les témoignages émouvants de Madame Perrin, donnaient corps à l'hypothèse génétique. Fort de ces preuves, il se rendit à la direction du centre hospitalier universitaire de Besançon, espérant obtenir un soutien officiel pour étendre son enquête. Il présenta son dossier, les cartes du Jura parsemées de croix rouges, les fiches médicales anonymisées. Le docteur Moreau, chef de service de la génétique et son supérieur direct, reconnut l'originalité et l'importance du travail, mais l'administrateur en charge des budgets et des ressources humaines, M. Lavigne, se montra plus que réticent. La complexité administrative, le coût potentiel d'une telle étude de terrain, et la nature sensible du sujet, furent autant d'arguments pour freiner son élan. La bureaucratie se dressa comme un mur invisible mais infranchissable. Monsieur Lavigne, un homme d'une quarantaine d'années aux lunettes fines et au costume impeccable, rappela à Antoine les protocoles stricts régissant la recherche clinique en France. « Docteur Dubois, votre passion est admirable, mais nous parlons ici d'une intervention délicate. La loi de bioéthique impose des contraintes rigoureuses sur le recueil de données génétiques, exigeant un consentement éclairé irréprochable. Sans oublier le risque de stigmatisation pour ces familles. Nous ne pouvons pas nous permettre d'engager des ressources significatives sur un projet dont les retombées immédiates sur la santé publique sont, disons, moins prioritaires que d'autres urgences. » La prudence affichée masquait une réticence profonde à s'aventurer sur un terrain socialement et éthiquement miné. Antoine sentit une vague de frustration monter en lui. Il avait pourtant pris toutes les précautions, était armé de patience et de respect. Le poids des souffrances qu'il avait entrevues dans les vallons du Jura, les destins brisés par une fatalité silencieuse, contrastait violemment avec cette inertie administrative. Il avait le sentiment que l'urgence de la situation, la nécessité d'agir pour les générations futures, échappait au rouage du système. Cette résistance, bien que polie, était un obstacle majeur. Il réalisa qu'il ne pourrait pas briser seul cette carapace institutionnelle. Il lui faudrait un appui plus puissant, une figure d'autorité capable de naviguer dans les arcanes du pouvoir médical, et de légitimer sa démarche face à des enjeux qui dépassaient le simple cadre de son service. Le refus de l'administration du CHU de Besançon, bien que formulé avec une politesse académique, laissait Antoine Dubois avec un sentiment d'impuissance. Il comprenait que son approche, purement médicale et généalogique, manquait encore d'une assise plus large, capable de contextualiser la tragédie au-delà des dossiers patients. Pour briser ce mur de prudence institutionnelle, il lui fallait une validation externe, une voix reconnue dans le domaine des sciences humaines, qui pourrait éclairer les racines profondes de cet isolement. Son regard se porta alors vers le monde universitaire, cherchant un spécialiste de l'histoire rurale ou de la sociologie des communautés montagnardes, quelqu'un qui pourrait interpréter les mariages endogames, non pas comme une anomalie, mais comme une conséquence inévitable d'un mode de vie ancestral. C'est ainsi qu'il prit contact avec la professeure Évelyne Roche, ethnologue renommée de l'Université Lumière Lyon 2, dont les travaux sur les dynamiques sociales des massifs français faisaient autorité. Antoine lui envoya un courriel détaillé, exposant ses découvertes, les arbres généalogiques et les cas cliniques anonymisés. Intriguée par la convergence de données médicales et historiques, la professeure accepta un rendez-vous. Dans son bureau encombré de livres et de cartes anciennes, Antoine déroula ses graphiques, raconta ses visites dans le Jura. Évelyne Roche, les yeux rivés sur les patronymes qui s'entremêlaient sur des générations, hocha la tête, reconnaissant immédiatement des schémas familiers, écho d'un passé pas si lointain. La professeure Roche offrit à Antoine une perspective historique et sociologique cruciale. « Docteur Dubois, ce que vous avez découvert n'est pas unique », expliqua-t-elle d'une voix posée.
Dans beaucoup de nos régions reculées, les mariages entre cousins ou au sein de cercles familiaux restreints n'étaient pas un choix délibéré de consanguinité, mais une stratégie de survie. La terre était la seule richesse, et la disperser signifiait la ruine. Les hivers rudes, le manque de routes, l'absence d'opportunités ailleurs, tout contribuait à enfermer ces communautés sur elles-mêmes. Église elle-même accordait des dispenses pour maintenir les patrimoines. Était une adaptation, une nécessité économique et sociale, face à un environnement contraignant. Ces mots résonnaient avec les témoignages de Madame Perrin, ajoutant une couche de légitimité académique à ses intuitions. Fort de cette validation interdisciplinaire, Antoine Dubois réalisa que l'affaire dépassait désormais le cadre strictement scientifique et médical, pour toucher à une question de société. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais d'alerter, de sensibiliser l'opinion publique pour faire bouger les lignes. Il se rappela alors des reportages de Sylvie Moreau, une journaliste d'investigation réputée pour ses enquêtes sensibles sur des sujets sociaux complexes, souvent publiés dans des titres comme Astérisque Le Monde Astérisque, ou Astérisque, Libération Astérisque. Son approche nuancée et respectueuse des personnes lui semblait être la plus à même de porter cette histoire sans la dénaturer, ni stigmatiser les familles. Antoine prit son courage à deux mains et contacta la rédaction de Astérisque Le Monde, demandant à parler à Sylvie Moreau. Après plusieurs jours, elle rappela. Initialement prudente, voire sceptique face à un sujet aussi délicat, elle accepta de le rencontrer après qu'il lui eut brièvement exposé l'ampleur et la sensibilité de la situation. Lors de leur entretien, Antoine présenta l'ensemble de ses preuves, les dossiers médicaux anonymisés, les arbres généalogiques, les cartes du Jura, et désormais, l'analyse historique de la professeure Roche. La convergence des données scientifiques, historiques et humaines, la dignité des témoignages, la tragédie silencieuse des enfants malades, tout cela finit par convaincre la journaliste de l'importance et de la nécessité de ce travail, loin de tout sensationnalisme. Sylvie Moreau, une fois convaincue par la gravité et la dignité de l'enquête d'Antoine, ne se contenta pas d'analyser les dossiers médicaux et les arbres généalogiques déjà établis. Avec la rigueur qui caractérisait son travail, elle entreprit une investigation complémentaire, plongeant dans les archives départementales, avec une perspective plus large, celle de l'historienne sociale. Elle consulta des registres de propriété, des cadastres anciens et des chroniques locales, cherchant les récits oraux et les légendes oubliées qui pouvaient éclairer les dynamiques de ces hameaux reculés. Sa méthode, axée sur le vécu et les interactions humaines, visait à donner une profondeur inédite aux statistiques génétiques, à déceler les forces économiques et culturelles qui avaient façonné ces communautés bien avant l'arrivée des médecins. Elle ne cherchait pas seulement la preuve, mais la trame narrative complète, l'eau d'âme de cette tragédie silencieuse. C'est au détour d'un manuscrit poussiéreux, oublié dans les fonds d'une petite bibliothèque municipale de Saint-Claude, que Sylvie fit une découverte capitale. Il s'agissait d'un recensement paroissial détaillé datant du milieu du XVIIIe siècle, compilé avec une précision étonnante, par un curé soucieux du bien-être de ses ouailles. Ce document, jusque-là considéré comme une simple curiosité locale, révélait une démographie alarmante, un nombre de familles extrêmement restreint pour toute la région des Granges Basses, et de ses environs immédiats. Il mentionnait également des épidémies dévastatrices, et des hivers particulièrement rudes, qui avaient décimé une partie significative de la population au cours des décennies précédentes. Le texte décrivait comment les survivants, isolés par la géographie et les pertes humaines, avaient été contraints de renforcer leurs liens pour assurer la survie même de leur communauté. L'analyse de ce recensement, confrontée aux arbres généalogiques d'Antoine, révéla un schéma bien plus profond que la simple endogamie de subsistance. Les quelques noms de familles qui persistaient dans les hameaux au début du XXe siècle, ceux-là même que Dubois avait identifiés, étaient en réalité les descendants directs d'un noyau très restreint de survivants du XVIIIe siècle. Cette bouteille génétique, comme on l'appelle en génétique des populations, avait créé un effet fondateur extrême. Chaque mariage consanguin ultérieur, loin d'être un incident isolé, était une répercussion directe de cette histoire ancienne, accumulant et amplifiant les allèles récessifs. Ce N était plus seulement l'isolement récent qui était en jeu, mais une lignée génétique profondément enracinée dans la résilience et la survie d'une poignée d'individus, face aux rigueurs du Jura d'antan. L'article de Sylvie Moreau, intitulé « Les liens du sang, le lourd secret des vallons jurassiens », parut dans les pages du Astérisque Monde Astérisque, un matin d'avril. Fruit d'un travail d'investigation rigoureux, mêlant les découvertes généalogiques d'Antoine Dubois, les analyses sociologiques d'Evelyne Roche, et ses propres recherches d'archives, il exposait avec pudeur et précision la tragédie silencieuse des familles du Haut-Jura. Le ton, dénué de tout sensationnalisme, soulignait la dignité des personnes et la complexité historique des facteurs ayant mené à cette endogamie.
l'impact fut immédiat. L'écho médiatique dépassa rapidement les frontières régionales, provoquant une onde de choc à échelle nationale. Le grand public découvrait avec stupéfaction et compassion un pan méconnu de l'histoire rurale française, interrogeant les notions d'isolement, de patrimoine et de destin génétique, brisant des décennies de silence. La publication de l'enquête ne pouvait laisser les autorités indifférentes. Au ministère de la Santé, le dossier des oubliés du Jura devint une priorité. L'Agence régionale de santé ARS de Bourgogne-Franche-Comté fut sommée de réagir, et le CHU de Besançon, précédemment réticent, se retrouva sous les feux des projecteurs. Le docteur Moreau, chef de service d'Antoine, qui avait initialement soutenu son jeune confrère avec une certaine prudence, se voyait désormais contraint d'apporter un soutien officiel et substantiel à Gaël. Étude. La pression politique et médiatique transformait ce qui était une recherche isolée en une véritable affaire de santé publique. Les enjeux éthiques, bien que toujours présents, étaient désormais balancés par l'impératif d'information et de prévention. Antoine Dubois, qui avait agi dans l'ombre, se retrouvait subitement au cœur d'une attention nationale qu'il n'avait jamais recherchée, mais qui légitimait enfin son combat. Dans les hameaux du Jura, la réaction fut complexe et nuancée. Pour les familles directement concernées, l'article fut d'abord un choc. La peur de la stigmatisation, de voir leur intimité exposée au grand jour, était palpable. Certains ressentirent une profonde colère, d'autres une gêne indicible. Mais au-delà de cette première réaction épidermique, une autre émotion commença à percer. Un sentiment de validation, voire de soulagement. Pendant des générations, ces familles avaient porté le poids de maladies incomprises, de faiblesses inexpliquées. L'article de Sylvie Moreau, en offrant un cadre scientifique et historique, leur donnait des mots pour des mots, une explication qui déchargeait le fardeau de la culpabilité. Le silence, si longtemps une carapace protectrice, commençait à se fissurer, révélant une soif de compréhension. L'onde de choc ne se limita pas aux seules communautés touchées. Des associations nationales de patients atteints de maladies rares et des collectifs de généticiens de toute la France manifestèrent leur soutien. Des appels à l'aide et des propositions de collaboration affluèrent au CHU de Besançon. Même Gérard Dupont, le maire initialement méfiant, revint vers Antoine avec une autre approche. « Docteur, il faut faire quelque chose. Ces gens méritent qu'on les aide, déclara-t-il, l'air grave, conscient de l'ampleur du problème et de la nouvelle légitimité de l'action. Le capitaine Duval, de la gendarmerie, confirma son appui pour faciliter les prochaines étapes. Le chemin était encore long, mais l'isolement d'Antoine était rompu, et la voie s'ouvrait pour une action concertée et à grande échelle, visant à apporter des réponses et un soutien concret aux familles du Jura. Dans la petite salle des fêtes de Saint-Claude, habituellement réservée aux thés d'encens et aux réunions du comité des fêtes, l'ambiance était électrique. Les chaises en plastique grinçaient sous le poids des villageois, leurs visages marqués par l'appréhension et une curiosité prudente. Antoine, flanqué du maire Dupont, dont l'air grave contrastait avec sa bonhomie habituelle, et de madame Perrin, dont la présence apaisante était un gage de légitimité, s'avança vers le micro. Ces diapositives, projetées sur le mur un peu jauni, montraient des cartes du Jura parsemées de points rouges et des arbres généalogiques complexes, des preuves visuelles de la tragédie silencieuse qu'il s'apprêtait à dévoiler. Il commença d'une voix calme, sans jugement, expliquant les mécanismes de l'isolement, les nécessités économiques d'antan, et comment, sans le vouloir, l'histoire avait tissé un destin génétique particulier. Son ton était celui d'un chercheur, mais son regard trahissait une profonde empathie, cherchant à éclairer, plutôt qu'à accuser. Le silence dans la salle était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber lorsque Sophie Monnier se leva. Ses mains tremblaient légèrement, son regard balayant l'assemblée, rencontrant parfois ceux de ses voisins, de sa famille. D'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée malgré les larmes qui commençaient à perler. Elle décrivit la vie de son fils Lucas. Elle parla des rendez-vous médicaux sans fin, des regards interrogateurs, des nuits sans sommeil, de la culpabilité silencieuse qu'elle et Marc avaient portée pendant des années. On ne savait pas, murmura-t-elle, ces mots résonnant avec une force inouïe. On pensait que était le destin. Mais dans ses yeux, au-delà de la douleur brillait une lueur de soulagement. Comprendre, enfin, que ce N n'était pas une faute, mais la conséquence d'une histoire, d'une résilience ancestrale, libérait un poids immense. Le regard des autres villageois, initialement méfiant, se transforma, se muant en une compassion tangible, brisant des barrières invisibles. Après le témoignage poignant de Sophie,
ce fut comme si un barrage émotionnel venait de céder. D'abord timidement, puis avec une force grandissante, d'autres voix s'élevèrent. Un homme raconta les faiblesses de son grand-père, une femme les singularités de sa sœur, des mots pudiques, utilisés pour des mots restés sans nom pendant des générations. Les histoires s'entremêlaient, révélant des schémas similaires, des souffrances partagées que chacun avait cru uniques à sa famille. Le silence initial de la salle se remplit de murmures, de hochements de tête, de soupirs de reconnaissance. Une solidarité inattendue, une forme de communion dans la compréhension, émergea de cette vulnérabilité collective. Antoine, observant la scène, sentit le poids de son combat s'alléger un instant. Le chemin serait encore long, mais le plus difficile, briser le silence et la peur, venait d'être accompli, ouvrant la voie à une guérison collective. L'impact de l'enquête dépassa largement les vallées jurassiennes. L'article du * Monde * et les reportages qui suivirent provoquèrent une prise de conscience nationale. Le cas des oubliés du Jura devint un symbole, non pas de honte, mais d'une réalité complexe et souvent ignorée de la France rurale. Universitaires, sociologues et généticiens se penchèrent sur la question de l'isolement géographique et de ses conséquences génétiques, non plus comme une anomalie lointaine, mais comme une facette de l'histoire du pays. Le débat public élargi, interrogeant la capacité de l'État-providence à atteindre les poches de population les plus reculées, à adapter ses politiques de santé à des contextes spécifiques. Les clichés sur la paysannerie arriérée furent bousculés par la compréhension des contraintes historiques et économiques qui avaient façonné ses destins, suscitant une vague de compassion et d'introspection collective sur le lien entre territoire, histoire et santé publique. En réponse à cette mobilisation, et sous l'impulsion du Dr Dubois, un observatoire des populations vulnérables du Jura fut créé, soutenu par l'ARS et le CHU. Son objectif, non seulement assurer un suivi génétique et médical des familles concernées, mais aussi documenter leur histoire, préserver leur mémoire et proposer des actions de prévention adaptées, loin de tout jugement. Les autorités locales, y compris le maire du Pont, s'engagèrent activement dans la mise en place de structures d'accueil et de soutien psychologique. Plus qu'un simple programme de dépistage, ce fut une véritable démarche de réconciliation entre ces communautés et le système de santé, un pont jeté entre la tradition et la modernité. Cette initiative, pionnière en France, permit d'inspirer de nouvelles réflexions au niveau national sur l'intégration des dimensions historiques et sociales dans les politiques de santé publique pour d'autres territoires isolés, notamment dans les départements d'outre-mer. Le docteur Antoine Dubois, devenu un acteur clé de cette transformation, continua son travail avec une détermination renouvelée. Il veilla à ce que l'histoire des Jean-Pierre, des Lucas et de tant d'autres ne soit pas oubliée, mais qu'elle serve de catalyseur pour une meilleure compréhension et une prévention éclairée. Les vallons du Jura, jadis symbole d'un isolement silencieux, devinrent le théâtre d'une renaissance, d'une solidarité retrouvée, où la science et l'humanité se rejoignaient pour réparer les blessures du passé. L'histoire des oubliés du Jura est un rappel puissant de la complexité de notre patrimoine et de l'importance de chaque vie. Si ce récit vous a touché et éclairé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes exclusives, et à partager ce message essentiel. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer ces récits qui façonnent notre humanité, et à donner une voix à ceux qui ont été trop longtemps dans l'ombre.